Sud Radio 7 Excellent, Judith Belair. Bonsoir les copains, c'est Excellent et c'est votre émission du dimanche soir sur Sud Radio. Dans cet Excellent, nous vous racontons les parcours et les destins des créateurs qui ont choisi l'excellence comme leitmotiv. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir une de nos icônes incontestées de la photographie, un homme qui pour ma part, comme pour tant d'autres, incarne avec brio la défense de notre planète, mais pas que. Il a également écrit, produit et réalisé nombre de films iconiques eux aussi. J'ai nommé Yann Arthus Bertrand qui vient nous présenter son tout dernier livre ce soir, Legacy, l'héritage d'une vie, sorti aux éditions de La Martinière. Et alors aussi une réédition de son chef-d'œuvre La Terre vue du ciel, également aux éditions de La Martinière. Il a immortalisé les personnalités qui font notre culture française et ce spécialiste de l'art met au cœur de son travail leur portrait, tout en finesse. Il est aussi professeur émérite de l'Université Paris 8, où il enseigne l'histoire de l'art. En deuxième partie d'émission, c'est Pascal Bonnefou et son très beau dernier livre sur Slavic, les années drugstore, chez Norma Éditions. Slavic sans qui les drugstores n'auraient jamais vraiment existé, qui vient nous raconter, Pascal Bonnefou, cette histoire et plus encore sur Sud Radio pour vous. C'est Excellent, bienvenue chez vous. Bonsoir Yann Arthus Bertrand. Bonsoir. Je vous fais rire. Oui, parce que vous avez commencé par Salut les copains. Et les copains, c'est vraiment l'émission. C'est une bonne référence. Oui, pour moi, c'est la référence. Quand j'avais 14 ans, j'avais 75, ça fait vieux quand même. Daniel Philippaki. Tout à fait. Voilà, on était obsédés par cette musique. C'est un joli petit clin d'œil que j'aime bien faire tous les dimanches, effectivement. Alors Yann Arthus Bertrand, je le disais à l'instant, vous venez de publier aux éditions de La Martinière votre tout dernier ouvrage, Legacy, ou l'héritage d'une vie. Vous avez écrit par Olivier Blon, c'est important de le dire. Voilà. J'ai écrit quelques petits mots, mais c'est vraiment lui qui m'a demandé de le faire. Et, voilà. Qui vous a écouté parler, quoi. Voilà. Non, mais il me connaît bien, on est amis, et j'ai relu, corrigé, mais c'est vraiment lui qui l'a écrit. Parce que quand on lit, on a vraiment l'impression que c'est vous, quoi, parce que c'est vos mots, clairement. D'accord, c'est gentil. Et alors, vous avez aussi un film qui est passé sur M6, Legacy, oui. Voilà, sur aussi le thème qui d'affronter s'appelle la Legacy, Legacy qui veut dire héritage. En fin de compte, c'est quel héritage ma génération laisse aux autres. Et ce livre, c'est vraiment l'histoire de ma vie, mais surtout l'histoire de l'écologie sur les 50 dernières années. Voilà. Alors justement, dans ce livre, vous y racontez votre vie, vos expériences, tout ça évidemment en rapport à l'écologie et tout ce chemin qui vous a amené à devenir presque une icône, en fait. Non. Faut le dire quand même, du mouvement pour la planète. Vous êtes connu internationalement aujourd'hui. Legacy comme héritage, on a évidemment envie de se dire que c'est une volonté de passer aussi le flambeau aux générations futures, même si vous m'avez confié à l'instant que vous ne vieillissez pas, vous grandissez, Arthus Bertrand. Oui, parce que j'ai un métier génial, ce métier de journaliste, de réflexion sur la Terre, le monde, j'en apprends tous les jours. Je suis en train de faire un film sur la biodiversité en ce moment pour France 2. Ouais. Et je suis fasciné par les histoires des animaux autour de moi. Je lisais cette nuit l'histoire du martinet. Alors le martinet, c'est un oiseau, quand il sort de son nid, il va passer 3 ans dans le ciel sans descendre. Il va se nourrir dans le ciel, il va faire l'amour dans le ciel, il va dormir dans le ciel. Tout en volant, quoi. Tout en volant. Il dort, et au bout de 3 ans, il va descendre. Et pourquoi il descend au bout de 3 ans? Je sais pas. Pour se reproduire, parce qu'il faut qu'il se reproduise. C'est la loi de la nature pour faire son nid. Et que je savais pas que les champignons étaient si importants pour les arbres. Il n'y a pas d'arbres sans champignons qui les nourrissent. C'est extraordinaire, ce qu'on appelle de la mycorhize. C'est quelque chose qu'on découvre. Et on a demandé à tous les gens qui filment en France de nous envoyer des images. On a reçu 400 heures d'images d'animaux, les fous de blaireaux, de hérons, et on va faire un film formidable. Je suis ravi de ce film et on apprend beaucoup de choses. Tout ça pour dire que tout ce qui existe sur Terre a une nécessité, en fait. Bien sûr, c'est le lien qui nous relie tous, que nous sommes reliés aux abeilles, nous sommes reliés aux blaireaux, nous sommes reliés aux éléphants, et ça, on a tendance à l'oublier, et aux arbres. Alors, vous débutez ce livre, que je rappelle, donc Legacy, en nous racontant votre expérience africaine. Alors moi, ça m'a beaucoup touchée parce que je connais bien l'Afrique et je connais l'énergie qui se dégage de la terre d'Afrique, donc j'imagine aussi la claque magistrale que vous avez dû vous prendre en amont, parce que c'était pas la même Afrique que vous avez connue à l'époque, et vous le racontez très bien. Ça vous a ouvert les yeux vraiment sur la condition animale, cette expérience. Il faut imaginer, quand vous rêvez de... D'abord, je m'occupais d'une réserve zoologique entre 20 et 30 ans, voilà. Et je rêvais de faire une thèse. En fin de compte, je me dis, j'ai raté ma vie, moi, qui était viré de toutes les écoles, qui était le gosse le plus terrible qu'on peut imaginer. Je me dis, je veux devenir scientifique. Et en France, c'était formidable. Si vous trouvez un directeur de thèse qui l'accepte, vous pouvez passer un doctorat alors que vous avez 0 diplôme. Donc, oui, avec ma femme Anne, on est parti faire une étude sur le comportement des lions. Alors moi, j'avais décidé de le faire en photo. Alors j'étais pas très bon photographe, même, je connaissais pas grand-chose. Et ma femme écrivait, elle était bien meilleure que moi. Et il faut imaginer, comme c'est extraordinaire, à 30 ans, de partir avec sa femme, d'en être profondément amoureux,
2 petits-enfants que j'avais trouvé tout fait avec elle, qui sont mes fils, Baptiste et Guillaume. Construire sa maison au Kenya, au bord d'une rivière, voir les girafes, les éléphants passer devant votre maison, cette espèce d'harmonie incroyable de l'animal sauvage. Et ça, j'insiste, parce que c'est quelque chose que je suis toujours nostalgique, j'essaie de reproduire un petit peu chez moi, autour de la forêt de Rambouillet, c'est de voir les animaux sauvages qui vous acceptent, c'est-à-dire de voir les animaux qui n'ont pas peur de vous. Je rêverais que les sangliers, les chevreuils, les biches, les cerfs, les blaireaux... Par les injectés au bois de Boulogne. Voilà, n'aient pas peur de moi, que je puisse les approcher. Et ça, c'est un rêve, une harmonie incroyable quand l'homme n'est pas un prédateur. Et j'ai vécu pendant 3 ans sans au Kenya, et ma famille se mélangeait avec la famille des lions, la famille des qu'on voyait tous les jours, les hippopotames, on les connaissait, les animaux. Donc, quand vous faites une étude, vous passez votre vie pendant 3 ans à la regarder tous les jours. Donc, il se crée une relation intime, extraordinaire, en tout cas de mon côté. Et je dis souvent... Et une tranquillité de leur part aussi, du coup, il y a une vraie familiarité, quoi. On n'a pas de radio, on n'a pas de téléphone, je lis le journal, faut imaginer ça il y a 50 ans, donc, ou 45 ans, faut imaginer que il n'y a pas de contact avec le monde extérieur, donc on lit énormément, on écoute de la musique, on passe des heures dans la voiture à réfléchir, et surtout, j'étais heureux. Et je me dis souvent, t'as pas assez profité de ces moments incroyables. Tu sais que t'as le kit de l'aventurier, quoi, comme tu rêvais de l'avoir en Afrique, vivant au milieu des animaux sauvages. Et j'étais trop ambitieux. Je travaillais, je voulais réussir cette étude qu'on faisait avec Anne. Et j'ai pas assez profité de ces moments extraordinaires de plaisir, de profiter de l'instant présent. J'avais envie j'avais cette étude à faire. Et je me dis souvent, les moments malheureux, on s'en souvient toujours très bien, on les sent, on les vit dans notre corps. Les moments heureux, souvent, c'est trop normal, on n'en profite pas assez. Vous êtes nostalgique ? De ces moments-là, oui. De ces moments-là, oui. De ces moments formidables. Mais surtout, de l'odeur, de l'herbe mouillée. Et puis vivre en Afrique avec les animaux, c'est un truc unique, quoi. Les animaux, la nuit, tu t'endors avec le bruit des zèbres, des hyènes, c'est un moment pour moi exceptionnel. Et pour gagner ma vie, j'étais pilote de montgolfière et donc j'emmenais les gens en ballon le matin. C'est comme ça que vous avez commencé la photographie. Et je découvre la photographie aérienne. À cette époque-là, on n'a pas comme aujourd'hui tous sur notre téléphone Google Earth. Et là, on n'a pas les drones pour faire des photos. Vous faites découvrir aux gens ce que ça veut dire d'être vidéo. Et puis surtout pour mon étude, je m'aperçois quelle est l'importance inouïe du territoire, quoi. L'interaction entre les animaux les uns avec les autres, de découvrir un territoire vu du ciel, puis la beauté aussi de ce que vit. Parce que vu du ciel, je pense que tout est un peu plus beau. Il y a une beauté différente qui me pénètre. C'est la distance qui rend les choses plus belles, finalement ? C'est il y a une espèce de graphisme, il y a un recul de voir les choses de loin, puis prendre de la hauteur sur les... ça permet aussi de réfléchir un petit peu plus, quoi, de les choses de loin. Oui, c'est un adage de sagesse populaire, d'ailleurs. Et voilà, et puis ma vie a commencé là, comme ma vie de photographe a commencé là. Voilà, ma femme, on n'a pas soutenu la thèse. Ma femme, elle a fait une thèse sur le docteur de lettres par la suite, mais moi, je suis devenu photographe et voilà, je suis parti à l'aventure. Et Yann Arthus Bertrand, vous avez vu cette certaine forme de beauté dont vous nous parlez qui est presque disparue aujourd'hui, hein, vous le dites. Non, elle n'a pas disparu. Elle est en tout cas, elle est en danger. On la voit dire ça comme on ça. La voit différemment. Voilà. La Terre est toujours aussi belle. Oui, c'est toujours le même paradis qu'il y a 50 ans ? Pour les animaux, non, parce que tous les animaux que j'ai vus là-bas, les hippopotames, les girafes, les éléphants, sont tous en voie de disparition. Il faut imaginer que les éléphants, par exemple, étaient 20 millions en 1900, qu'aujourd'hui ils sont 350 000, et j'ai lu un article dans Le Monde il n'y a pas très longtemps où on parlait de la disparition inévitable des éléphants, ce qui est absolument des choses... On lit des choses aujourd'hui sur l'environnement qui, moi, me dépassent. Je ne vois pas comment on ne panique pas devant ce qu'on a l'impression... Comment vous faites avec cette tristesse, justement ? Parce que moi, j'ai beaucoup de mal à voir ces choses-là, justement, ça provoque une tristesse infinie. C'est par l'action, c'est pour ça que vous avez fondé votre fondation Good Planet. C'est comme ça que vous vous soignez, en fait, que vous soignez cette tristesse. Plus ça va mal, plus j'ai envie de me battre. Donc c'est dans l'action. Je pense que agir rend heureux. Et la seule façon d'accepter ce qui est en train d'arriver aujourd'hui, c'est de se battre, essayer de convaincre. Les Africains, ils ont un joli proverbe, ils disent ça sert à rien de pleurer tout seul dans le noir, il faut allumer une lumière. Ça, c'est très vrai. Voilà. Et donc, c'est l'action qui nous permet d'accepter ce qui est en train d'arriver. Voilà.
Alors cette fondation, très rapidement, dont on parle justement, Good Planet, c'est aussi une plateforme de soutien financier mondial pour aider les gens à mieux vivre. Est-ce que mieux vivre, ça peut faire aller mieux la planète et pourquoi ? Alors, c'est bien de parler de Good Planet parce qu'on a lancé une tombola. Oui. Voilà, formidable. Vous pouvez gagner, si vous êtes fasciné de cinéma, vous pouvez voir un film avec Thierry Lhermitte qui vous passe un de ses films. Vous aimez la mode. Ici, d'ailleurs, vous pouvez assister, si vous aimez la mode, à un défilé de Christian Dior, ou si vous aimez le sport, alors déjeuner avec Fabien Galté, qui est l'entraîneur de l'équipe de rugby de l'équipe de France, ou aller au stade VIP, regarder un match à Saint-Germain, Paris Saint-Germain, et gagner. Il faut aller sur www.carmadon.org. Vous allez sur la fondation pour Good Planet et c'est des tickets à 5 €. Et on a créé un lieu formidable à Paris, où tous les dimanches, gratuitement, on reçoit des gens pour parler d'une écologie humaniste, une écologie qui parle bien sûr de changement climatique, qui va parler de la cuisine, mais qui intègre l'humanité, justement. Mieux vivre, ça fait partie ça aide l'écologie, quoi, en fait. Mieux vivre, c'est peut-être développer plus en nous cet amour empathique qu'on a tous en nous, qu'il faut. Je pense qu'aujourd'hui... C'est qu'une histoire d'amour, il y a un artiste Bertrand. Oui, parce que je pense que si on aime plus... Pourquoi est-ce qu'on est capable de détruire notre vie sur la planète sur laquelle on vit, quoi, la vie ? Parce qu'on n'aime pas assez, je pense qu'on n'a pas pris conscience. Est-ce qu'on aime assez nos enfants, nos petits-enfants, la vie autour de nous, puisqu'on est en train de détruire tout ça ? C'est nunuche ce que je dis, et je sais que je me fais attaquer là-dessus, mais... Pourquoi c'est nunuche ? Parce qu'aujourd'hui, de parler d'amour, de bienveillance, de tendresse, c'est ridicule, quoi. Un petit peu, on vit dans un monde quand même extrêmement cynique, sceptique, avec les réseaux sociaux extrêmement méchants, même en politique, quoi. Chez les Verts, j'ai envoyé un message j'ai des gens que je connais bien sûr, qui se présentent aux élections présidentielles, et je leur dis, mais plus de bienveillance. Il y a une espèce d'agressivité. C'est Rocard qui disait ça, là. J'avais fait une interview de lui pour Human, il disait, la méchanceté est une qualité chez l'homme politique. Quand on entend ça fait froid dans le dos quand même. Voilà. Ouais, il s'agit bien d'amour. Vous êtes bien sur Sud Radio, nous aussi, et c'est excellent ce soir aux côtés de l'immense photographe et combattant pour l'écologie Yann Arthus Bertrand, rejoint dans quelques instants par le professeur des universités spécialiste de l'art, Pascal Bonafo. À tout de suite. Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. C'est excellent sur Sud Radio, vous l'aurez compris. Bienvenue si vous nous rejoignez. Je suis en compagnie ce soir de l'activiste, grand photographe, écrivain et réalisateur Yann Arthus Bertrand, qui sera rejoint en seconde partie d'émission par un professeur d'université qui a fait sa passion de l'art, de magnifiques livres entre autres, Pascal Bonafou. Mais tout de suite, on continue avec Yann Arthus Bertrand. Alors Yann Arthus Bertrand, si on devait vous résumer en quelques œuvres, on commencerait évidemment par La Terre vue du ciel, ce magnifique livre que vous venez de rééditer et qui existe, qui a connu le début de votre succès en fait au début des années 2000. Pourquoi cette réédition ? Parce que j'ai toujours envie de publier. C'est un livre qui date. J'avais envie de mettre à jour les légendes, parce que les légendes de toutes les photos, de mettre les nouvelles photos qu'on avait fait dedans. Il y a 30 à 40% de nouvelles photos, et surtout tous les nouveaux textes. Je pense qu'aujourd'hui, l'information est importante, et voilà, j'avais envie et c'est un livre un petit peu qui fait partie de ma vie, donc je veux le voir grandir avec moi, quoi. Je veux pas qu'il vieillisse, quoi. Ouais. Et les informations sur l'environnement, sur l'écologie, malheureusement, il y a beaucoup de choses à dire. Il faut imaginer que dans le premier livre que j'ai fait en 2000, j'ai pas parlé du changement climatique. En 2000, on ne parlait pas du changement, mais pas du tout. Ouais. C'est Al Gore qui, en 2004-2005, même s'il y avait eu Kyoto, mais c'était pas une obsession, personne n'en parlait. Et c'est vraiment en 2004-2005, quand Al Gore est arrivé, que c'est devenu le problème dont tout le monde parle aujourd'hui. Oui, il a ouvert les consciences, quoi. Mais vous avez participé à ça aussi, Yann Arthus Bertrand. Oui, un petit peu, on essaye. Mais je pense que on est des millions à avoir fait ça. On est des millions. Moi, j'ai eu la chance inouïe avec ce livre. L'histoire de ce livre est incroyable. Oui. C'est que je pars pendant 8 ans faire ce travail. C'est un livre qui change ma vie complètement, parce que au début, je voulais faire la beauté du monde. Et puis, quand tu t'aperçois, tu parles de pauvreté, tu parles de pollution, tu parles de disparition de la biodiversité. Quand tu parles de ce que tu aimes, tu parles des gens aussi beaucoup. Et quand le livre sort, je veux faire une exposition, je cherche des musées, et tous les musées nous refusent. Il n'y a pas un musée qui accepte. C'est pour ça que vous exposez sur les grilles. Et donc on invente des expositions dans la rue. C'est vous la première fois sur les grilles. Et on fait ça rue Médicis, et ça donne une ampleur au livre inimaginable, parce qu'il y a 2 millions de personnes qui viennent voir le livre. Je n'arrête pas de signer des livres toute la journée, et surtout succès international. Et surtout, toutes les grandes capitales me demandent de faire l'expo. C'est ça. Encore, on a des expos. Aujourd'hui, en ce moment, il y a une exposition de la ville de Nice. Oui, bien sûr, on en a fait 200 dans le monde, et ça a donné une publicité formidable au livre. C'est vraiment la chance que mes photos n'intéressent. Parce que comme je disais, oui, c'est des cartes postales, ça a aucun sens, c'est de la couleur, quoi, voilà. Et en fin de compte, c'est vraiment le public qui
a aimé ce livre et non pas les critiques d'art. Ce qui est intéressant dans votre travail, c'est que vous liez la planète aux humains, parce que certains écologistes ont tendance à essayer de mettre une barrière justement entre ces deux éléments-là. Et d'ailleurs, on le retrouve dans pas mal de vos projets. Il y a votre projet 7 milliards d'hôtes qui a été développé au sein de la Fondation Good Planet, dont le principe est d'aller à la rencontre des habitants du monde, de recueillir leurs témoignages. Vous faites ça avec Human aussi. Vous faites ça avec Woman, sur les femmes. Et en ce moment, est central dans votre œuvre. Et en ce moment, on est en train de faire un film sur les migrants. C'est ça. C'est le dernier qui est en cours. Ça vient d'une rencontre que j'ai eue un jour dans un petit village, ce qu'on appelle les agriculteurs de subsistance. Je suis tombé en panne d'hélicoptère dans les années 80. C'est un petit village. Ce sont les gens qui ne vendent rien, qui travaillent toute la journée comme un sacrifice quotidien pour nourrir leur famille. C'est les gens qui ont peur d'être malades. S'ils sont malades, ils peuvent pas nourrir leur famille. C'est les gens qui font beaucoup d'enfants pour avoir des bras, pour travailler. C'est ça. C'est des gens, voilà. Et c'est des gens qui. Et j'ai passé 3 jours avec eux. C'est des gens qui savent pas lire, pas écrire, mais tellement plus malins que moi sur la nature. Alors, et je me suis dit, ils sont comme moi, ils ont peur de la mort, ils veulent une meilleure vie pour leurs enfants. Et toute cette discussion pendant 3 jours, mais vraiment transpercé le cœur. Je me suis dit, il faut vraiment que je peux pas raconter l'histoire du monde si je parle pas des gens. Et donc, je me suis dit, je vais faire un jour un grand travail sur tous les gens qui vivent sous mes photos et je vais leur faire parler. On a fait 6 milliards d'autres. Après, on a fait Human, qui est pour moi un des meilleurs films qu'on ait jamais fait, qui est vraiment, si les gens l'ont pas vu, je crois qu'elle est sur YouTube. Ça dure 3h15. C'est un documentaire témoignage de personnes réparties sur l'ensemble de la planète. Oui, c'est un peu sur le sens. Sur leurs conditions de vie, sur. Qu'est-ce que c'est que le sens de la vie? Enfin, parce que la vie, elle a aucun sens. Et tu dois le chercher. Il faut se le donner, quoi. C'est un petit peu. Et c'est un film. Il fait 3 heures. On m'a beaucoup reproché 3h20. Ça a été un film très long. Mais ça avait été moi, il aurait fait 15 heures parce que ce que disent les gens, c'est extraordinaire. Les gens disent des choses. Ils disent des choses qu'ils n'ont jamais dit à personne. Ces interviews, c'est un peu comme El Chiamsi, où on te parle pendant t'es dans le noir avec une lumière et on te parle avec des journalistes qui essayent de te mettre en confiance et tu dis des choses que tu n'as jamais dit et c'est assez formidable. C'est pour moi, je pense que dans tout ce qu'on fait aujourd'hui, dont je suis le plus fier, c'est peut-être encore plus, même si La Terre vue du ciel, c'est formidable, même si mes convictions sont vraiment en avant dans ces livres, je pense que Human, c'est encore plus fort parce que on va revenir au mot essentiel. Oui, l'amour, exactement. C'est une déclaration d'amour, tout ça. Oui. En fait, toute votre création, le filigrane, c'est l'amour, quoi. Mais c'est pas ça, c'est que c'est facile, c'est tellement plus facile d'aimer. C'est même plus facile d'aimer les gens qui te détestent. Ça te permet de l'accepter et de comprendre ce qu'ils veulent dire. C'est comme ça que vous faites avec vos détracteurs, Yann Arthus Bertrand, vous les aimez mais de plus en plus, oui. L'autre jour, j'écoutais sur France Inter quelqu'un qui est un journaliste qui disait heureusement qu'Arthus Bertrand prend plus l'avion, en parlant du film Woman, quand même un film assez important quand même. Heureusement qu'il prend plus l'avion, il va arrêter de nous faire chier avec ses documentaires. Toi, je me dis, mais quand un mec qui dit un truc pareil, il y a un manque. Là, il y a un manque d'amour. C'est pas, il me connaît pas. C'est vraiment, tu vois. Il y a un moment et tu te dis, mais t'as envie de lui parler, de dire, mais pourquoi tu fais ça? Quel est ce malaise en toi qui te permet? Alors tu peux dire, Arthus, c'est un parfait con. Il a essayé, mais le film, c'est un film formidable, quoi. C'est un film où 2000 femmes, c'est un film qui te laisse pas indifférent. Et il avait pas vu le film. Il parle de leurs conditions, évidemment. Mais je pense qu'il parlait de lui, quoi. Ça résonne particulièrement en ce moment, ce film, Woman. Hein. Bien sûr. Mais et très souvent, j'ai été attaqué. Yann Moix, je me souviens, avec Ruquier, qui dit, mais votre film Human, c'est comme un film porno, il n'y a pas mettez pas le nom des acteurs. J'ai dit, mais quel con, comment est-ce qu'on peut dire quelque chose de méchant comme ça? Mais de toute façon, on vit dans cette espèce de méchanceté ambiante là. C'est plus facile de démolir un film ou un livre que d'en dire du bien. Et je pense que ça fait partie du jeu d'aujourd'hui. Et moi, cette espèce de cynisme, de cette... c'est la banalité du mal en permanence, ça m'insupporte. Et on le voit bien en politique aujourd'hui avec les présidentielles. Quoi. Et finalement, qu'on dise du bien de vous ou du mal, c'est pas grave, on parle de vous. Oui, parce que ça porte votre message quand même, Arthus Bertrand. Non, mais au début, quand j'ai fait La Terre vue du ciel, je me souviens, le succès avait été inouï, on avait 4 millions d'exemplaires et le Monde j'avais fait la une du Monde. Il ne parlait que d'argent. On parlait pas de ce qu'on avait voulu faire, quoi. Il y avait quand le succès est toujours pas forcément bien vu, mais c'est pas grave. J'accepte. Il y a longtemps que et puis en même temps, on est quand même assez aimé.
Voilà, on est à la fondation. Vous êtes plus les aimé gens... que détesté, oui, a priori. voilà, Oui. c'est pas un problème. Alors, vous vouliez changer le monde quand vous étiez jeune, vous y êtes arrivé un peu. Non, j'aimerais bien, mais on a un peu échoué quand même. Si, par la prise de conscience déjà. Oui, mais la prise de conscience, ça suffit pas. Hein. Aujourd'hui, quand tu vois le dernier rapport du GIEC, on va vers un monde un peu compliqué et difficile. Ouais. Faut pas dire que j'ai l'impression d'avoir été... Alors, je ne veux pas catastropher mes auditeurs, mais effectivement, j'ai noté quelques chiffres. Que, par exemple, si l'Antarctique, qui concentre 90% des terres terrestres, des glaces terrestres fondaient, les scientifiques parlent cette fois d'une augmentation de 60 mètres. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, la concentration de carbone qui est dans l'atmosphère est la même que celle il y avait 4 millions d'années. Il y a 4 millions d'années, il y avait des arbres en Antarctique, il y avait une forêt en Antarctique. C'est impressionnant. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on a embrayé un cycle. Donc on ne peut plus arrêter, en fait, et aujourd'hui, bien sûr, et aujourd'hui, les scientifiques nous disent quand même, c'est pas très agréable à entendre, que le climat sur lequel s'est assis notre civilisation, le climat qu'on a eu pendant 10 000 ans, est parti à jamais. Il ne reviendra pas. Le climat qu'on aura sera différent. On va s'y habituer. Mais le climat est en train de changer et on ne peut rien faire. Et tout ce qu'on fait aujourd'hui pour lutter contre ça n'aura d'effet que dans 20 ans, vu l'inertie du climat. Mais maintenant, en plus, il faut qu'on se batte encore plus que chacun décide. On parlait de sens de la vie tout à l'heure. Et je pense que aujourd'hui, ce qui se passe en ce moment nous permet encore plus qu'avant de donner du sens à notre vie. Est-ce que le métier que je fais est utile? Est-ce que la boîte dans laquelle je travaille est utile pour le monde? Est-ce que je suis un bon mari? Est-ce que je suis un bon photographe? Voilà. Et bien sûr que la réponse est non. On n'est jamais assez bien. Mais ça nous permet... Vous êtes un cherchant? Yann Arthus Bertrand, vous êtes un cherchant, en fait, ça s'arrête jamais. Vous apprenez toujours. Mais oui, mais je pense qu'un journaliste, c'est ça aussi, c'est d'être extrêmement curieux. Et l'époque est extraordinaire pour nous, si vous êtes écolo, parce que bon, les solutions, est-ce qu'elles vont marcher? Quelle est la solution? C'est comme la solution la plus ce qu'on est en train de chercher, c'est quand même la chose la plus énorme qui nous est jamais arrivée, quoi. Ouais. Est-ce qu'on va arriver, nous, à sauver la vie sur Terre, l'humanité? Ouais. Les scientifiques nous parlent, je répète, de la 6e extinction sur Terre. C'est pas un petit truc. Hein. Alors justement, il y a un autre fait qui m'a interloqué. En 50 ans, nous avons perdu près de 70% des mammifères, poissons, oiseaux, amphibiens et reptiles. Est-ce qu'on peut avoir un effet inversé dans 20 ans? Est-ce qu'on peut retrouver la faune telle qu'elle a été il y a une grande résilience, bien sûr, par exemple dans la mer. Donc il y a quand même du positif, c'est quand même possible. Parce que, faut le dire. Non, mais c'est difficile pour un animal comme un éléphant ou un ours, on voit bien dernièrement dans les Pyrénées, de vivre avec les hommes. On peut pas, c'est difficile de vivre avec on a inventé l'élevage et c'est formidable, mais bien sûr, les grands prédateurs se nourrissent, sur ces animaux qu'on élève et c'est compliqué. C'est pour ça qu'en France, il y a pratiquement plus de loups, et l'Afrique, malheureusement, aujourd'hui, par exemple, les guerriers Maasai que moi j'ai connus, qui chassaient les lions à la lance, aujourd'hui, ils les empoisonnent parce que les réserves se sont rétrécies, leur bétail rentre dans les réserves et donc la façon la plus simple vous imaginez pour un Maasai l'importance du bétail, quoi. C'est leur vie et ils ont que ça. Donc, si tu veux, la vie d'un lion est beaucoup moins important que pour un Maasai, son troupeau, c'est son compte en banque. Hein. Un animal, c'est un individu pour vous, Yann Arthus Bertrand? Bien sûr, je suis. Oui. À part entière? Complètement, oui. Je pense que les animaux souffrent, pensent. Moi, quand je vois les vidéos d'L214, je me demande même comment on peut encore aujourd'hui consommer de la viande industrielle. Voilà. Et je pense que la chose... Vous êtes totalement végétarien? Pas totalement. Je mange encore un petit peu de poisson. J'aimerais bien. Je suis même pas, mais je pense qu'aujourd'hui, si on veut vraiment faire un truc pour la planète assez facilement, c'est d'arrêter de consommer de la viande industrielle. Et c'est ce qui provoque beaucoup de CO2 aussi. La viande industrielle est en train de détruire la planète. Ça, c'est évident. Ces élevages de cochons qui sont nourris avec du soja qui arrive du Brésil, avec tout ce qu'il y a dedans. Et surtout la souffrance animale et l'éthique. D'ailleurs, je dis souvent que si les paysans eux-mêmes auraient compris ça, il y aurait beaucoup moins de végétariens. La façon aujourd'hui dont on traite les animaux est insupportable. Et c'est malheureusement, il y a beaucoup de paysans, d'éleveurs qui font leur travail très très bien. Et donc ceux-là, il faut capable d'acheter. Il faut aller voir les éleveurs de proximité. Et surtout payer le vrai prix. Payer le vrai prix, ne pas en permanence essayer de payer moins cher le truc. Beaucoup de gens ont le moyen de le faire. Voilà. Donc, ça sera le message pour les auditeurs de Sud Radio. Allez chez vos commerçants de proximité, chez votre boucher, chez votre poissonnier, et pas dans les grandes surfaces, on peut le dire très simplement. Merci Yann Arthus Bertrand. Sud Radio, c'est excellent ce soir et on le prouve avec le grand artiste activiste Yann Arthus Bertrand et le spécialiste des arts Pascal Bonafou. On revient dans un instant, à tout de suite. Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair.
C'est excellent sur Sud Radio, c'est la deuxième partie de votre émission. Nous avons débuté avec Yann Arthus Bertrand, le photographe qui touche toutes les générations. Et on continue avec le journaliste et professeur d'art, Pascal Bonafou. Bonsoir Pascal Bonafou. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Alors Pascal Bonafou, vous avez créé avec d'autres auteurs, mais vous en êtes quand même bien instigateur, un très très beau livre d'art slavique, Les années drugstore, qui est sorti chez Norma Éditions. Pourquoi est-ce que vous êtes attaqué à ce sujet mythique ? Par nostalgie un petit peu ? Non, sûrement pas par nostalgie, d'abord par admiration de celui qui m'a entraîné dans cette aventure, qui est Peter Knapp. Peter Knapp qui est un extraordinaire photographe, entre autres choses, et qui a été, et pour cause, très proche de Slavik, puisque leurs carrières sont quasiment conjuguées l'une à l'autre, tressées l'une à l'autre. Et donc, c'est Peter Knapp qui m'a entraîné donc à la rencontre de Slavik. D'accord. Parce que, si j'ose dire, j'avais vécu Slavik sans savoir qui était Slavik. C'était un sacré personnage. Et pour cause, exactement. Ouais. Mais, si vous voulez, lorsque j'appartiens à une génération, comme Yann Arthus Bertrand, qui a eu le privilège extraordinaire de vivre les 30 Glorieuses. Oui. Rendez-vous compte, des décennies, en l'occurrence... Byzance, quoi, voilà, on peut le dire. Sans guerre. On était la première génération épargnée, puisque quand on arrivait à la majorité et à la possibilité de partir, donc faire un service militaire, la guerre d'Algérie était entre autres déjà terminée. Plus de guerre. Pas d'inquiétude pour trouver un boulot. Vous sonniez à une porte, on vous ouvrait, oui, vous commencez demain. Et c'était, bien évidemment, les années dans lesquelles que Slavik a mis en évidence, j'allais presque dire mis en scène, comme personne n'avait su le faire et comme personne n'avait pressenti ce que ça pouvait être. Donc, d'où le titre du bouquin, Les années drugstore. Bien sûr. Qui sont encore une fois ces années exceptionnelles dans toute l'histoire. De liberté totale aussi, de prise de contrôle. On commence à... On décapsulait, quoi. Voilà, c'est avant 68 quand même, c'est avant 68. Tout à fait. Mais justement, c'est les premiers prémices qui vont permettre justement l'explosion, entre guillemets, de 68. Donc, ce qui est la raison pour laquelle j'ai pas hésité une seconde, c'est qu'en plus, c'est une personnalité exceptionnelle que celle de Slavik, pour deux raisons. La première, c'est qu'il est la démonstration, et aujourd'hui, dans l'ambiance politique qui est la nôtre, c'est peut-être pas indifférent de le rappeler, il est né en Estonie, il s'est retrouvé, donc, après un long parcours de traversée de l'Europe... Oui, il a eu une enfance chaotique. Ô combien chaotique, il arrive en France, et au moment où il veut commencer ses études de médecine, ce jeune homme qui... Entre-temps, l'Union soviétique, dont il a refusé d'être la nationalité, donc l'a exclu. Donc il se retrouve apatride à Paris, au moment où commence la Deuxième Guerre mondiale. Et inutile de vous le dire, pour un immigré estonien déboulant à Paris, voulant faire des études de médecine quand les années 40 commencent... Le régime de Vichy est pas le plus ouvert qui soit. Il faut le rappeler, oui. Mais il faut le rappeler. Bien le rappeler, ça. Et donc, c'est cet immigré qui va pressentir, quelques années plus tard, 15 ans plus tard, qui va pressentir ce que devient la France. Ce qu'est cette France qui est en train de retrouver un souffle extraordinaire. C'est pas un franchouillard quelconque qu'il découvre, c'est lui. Et cet immigré. C'est cette insouciance-là que vous aviez aussi envie de retranscrire, peut-être dans une époque un peu morose en ce moment. C'était mettre des paillettes, excusez-moi le terme, dans notre morosité actuelle. Oui, c'est-à-dire que ce livre, il est aussi le signe d'un extraordinaire optimisme qu'il y a pu y avoir dans cette période des années 60, de la fin des années 50 et des années 60. Parce que il n'y avait plus aucun obstacle. Aucun. De quelle corde que ce soit. Qui plus est, arrivait dans cette même période, au niveau de ne serait-ce que de la vie individuelle des uns et des autres, l'apparition complètement loin d'être indifférente, qui était celle de la pilule. Entre autres choses. C'est vrai. Mais bon, ça a eu une importance fondamentale, capitale. Capitale, bien sûr. Et donc, Slavik, qui comprend... J'allais dire, sans avoir besoin de faire des études de sociologie, etc., mais avec une sensualité, une intelligence extraordinaire, avec une acuité étonnante. Slavik comprend justement que le rapport de l'homme à la femme, il va changer aussi. Et donc, tous les espaces qu'il va mettre en place, et le drugstore en est le premier exemple le plus pertinent qu'il soit, il va faire en sorte que justement, ce soit, si je veux dire, à l'avantage de la femme. Il va permettre, si je veux dire, à la femme de
pouvoir justement décider de ce qu'elle veut et non plus de subir la volonté de tel ou tel. C'était un féministe en fait, Slavik. C'était un féministe. À l'évidence. Ouais. Regardez, quelqu'un qui, quand il conçoit un restaurant, au-delà de ce qu'est le drugstore, a le souci de faire en sorte que la lumière soit tamisée de telle sorte que cette ride qui peut-être commence à apparaître sur la tempe de tel ou tel, elle passe inaperçue. Cette délicatesse-là, vous admettrez que quand même... Il a inventé des ambiances dont on se sert encore aujourd'hui, bien évidemment. C'est un instigateur de ce qu'on connaît. Voilà. Et donc, si vous voulez... Précurseur. Ce qu'il va faire, c'est le contraire de ce qu'a été pendant des décennies et décennies la grande brasserie avec lumière, si je veux dire, forte. presque tonitruante. C'est le contraire de ça. Ça va devenir un lieu intime et en même temps un lieu de rencontre extraordinaire. Et très populaire aussi. Il y avait tout le monde qui allait au drugstore. Mais bien sûr. Voilà, c'est ça. C'est lui qui a inventé le concept du drugstore à Paris. C'est peut-être avec la complicité pour cause de Bleustein-Blanchet, qui a déjà repéré le truc aux États-Unis où... Comme ça n'existe pas à l'époque en France, on peut trouver dans le même lieu l'aspirine parce que d'un seul coup on a une espèce de mal de tête qui apparaît, autant le conjurer tout de suite, le tabac si on est fumeur, le journal qu'on a raté le matin. On fumait tous à cette époque-là en plus. Exactement, sans vergogne et sans hésitation. Les fenêtres fermées dans la voiture aussi. Tout à fait. Et puis on peut trouver aussi là le bouquin dont on a entendu parler, le disque qui vient de sortir, etc., etc. C'était une manière de faire une espèce de grande surface, mais sur mesure. C'est-à-dire que ça a peut-être inspiré certaines personnes derrière, mais on pouvait effectivement tout y trouver, mais on trouvait les commerçants directement. Exactement. On créait un lien, très tard dans la nuit surtout. Voilà, n'importe quelle heure. C'était ouvert jusqu'à 2h du matin. C'était le seul endroit à Paris. Et le seul qui reste, c'est celui des Champs d'ailleurs, qui est sur... C'est le seul. Voilà, c'est ça. Mais ça veut dire en l'occurrence que c'était la conception d'un lieu qui était à la fois un lieu de rencontre et un lieu où, à l'évidence, on pouvait justement aller de découverte en découverte, où on pouvait justement ne pas se refermer sur soi. Alors, bien sûr, c'est devenu un des grands lieux parisiens de la très branché. Et pour cause. Et Yann Arthus Bertrand, juste, vous aviez confié tout à l'heure que vous faisiez partie de la bande du drugstore. Tous les jeunes cons de 18 à 20 ans, on se retrouvait là-bas. Je me souviens, on avait des chaussettes blanches. Pourquoi ? C'était la mode ? C'était la mode, chaussettes blanches, on se reconnaissait comme ça. Avec des mocassins ? Oui, avec Magasin, on avait le pull ras du cou. Et comme ça n'existait pas, il y avait des pulls V, on mettait les pulls V à l'envers. On verra du coup pour être à la mode. C'est l'époque où les vêtements étaient hyper importants. Ça l'est toujours, ça. Ouais, moins quand même. Alors Pascal Bonafou, Slavik, c'était un peintre, décorateur, styliste, publicitaire, un faiseur de tendance. C'était un designer avant tout, mais c'était un dandy, c'était un espèce d'Oscar Wilde parisien, quoi. Tout à fait. Ouais. Et il est hors de question d'oublier quoi que ce soit de toutes les facettes qui ont été les siennes. Si je veux dire, le succès lui a joué un mauvais tour. Lequel ? Parce que, il est passé par l'école des Arts Déco, faute de pouvoir faire médecine. Et aux Arts Déco, il a très vite, et pour cause, retenu l'attention des plus importants qui soient, y compris quand même de celui qui passe pas inaperçu dans la conception de l'affiche, qui a été Cassandre. Ouais, donc découvrir les fabuleuses affiches de Cassandre, avec la proue par exemple de Normandie qui fonce dessus. Il y a des illustrations dans ce livre qui sont tombées, je tiens à le dire. Ouais. Et donc Slavik tout de suite est repéré. Ce qui fait qu'il va être amené à faire des décors de théâtre, qu'il va être amené à faire des cartons de tapisserie, qu'il va, etc., etc. Des paravents, donc, des choses incroyables. Un talent fabuleux. Oui, et qu'il va déployer pas peur, quoi. Il est capable de tout. Et il risque à tous les coups. Voilà. Il essaye, et à chaque fois, c'est une réussite. Mais la réussite, avec un L majuscule pour là et un R majuscule pour réussite également, qu'est le drugstore, va être telle que, bien évidemment, après, qui plus est, l'ouverture du second drugstore parisien, qui va être celui de Saint-Germain-des-Prés, va être, au bout du compte, une sorte de piège. Parce que, bien évidemment, vous le soupçonnez, les restaurateurs se disent « Oh là là, l'extraordinaire intelligence de ces décors appelle la clientèle et donc on va faire plus de services. Et d'ailleurs, il en a fait beaucoup de restaurants. Il a fait plus de 400 restaurants et pubs. Il a fait l'Européen, il a fait le Jules Verne, il a fait dans le monde entier. C'est un peu le Stark de l'époque, quoi, en quelque part. Exactement. Et donc, si vous voulez, ce qui est fascinant, c'est que justement, le décor de Slavik
est aussi, d'une certaine manière, un emblème de ce qu'ont été les 30 Glorieuses. C'est que, bon, soit il veut que les décors soient beaux, qu'ils soient séduisants, qu'on y soit à l'aise, mais aussi, il est parfaitement conscient de ce que les propriétaires de restaurants qui font appel à lui font pas ça par goût de l'esthétique. Hein. Ils savent pertinemment bien que l'intelligence de Slavic va amener à eux une clientèle plus importante. Et donc, le choix qu'il fait là, encore une fois, est extraordinaire parce que, vous le disiez tout à l'heure, pour accueillir tout le monde dans ces lieux qu'il met en place, qu'il met en scène, dirais-je même, il provoque à la fois la surprise et en même temps il rassure. Parce que tous les matériaux qu'il utilise sont plus nobles les uns que les autres. C'est ça. C'est pas de la moleskine, non, c'est du cuir. C'est ce qui fait de la rentabilité, c'est la beauté en fait, dans son concept. Mais est-ce qu'il reste encore, excusez-moi, je vous en prie, je suis désolé. Est-ce qu'il reste encore des restaurants slaviques? Il y a deux possibilités. Le Jules Verne, il a été refait a priori. Pardon, le Jules Verne, il a été refait. Oui, le Jules Verne a été refait. Mais le drugstore aussi. Le drugstore un peu, tant soit peu. Mais il y a deux adresses parisiennes, entre autres, qui sont exemplaires, qui sont l'une sur la rive gauche, le Dôme, sur le boulevard du Montparnasse, et l'autre sur la rive droite, cette fois en face de la gare de Lyon, qui est l'Européen. Oui, on le connaît. Voilà. Donc, ce sont deux lieux qui sont encore dans l'ambiance slavique d'origine. D'accord. Et justement, est-ce que c'est un des premiers finalement, cette notion de rentabilité du beau? Est-ce que c'est ce qui a instigé aussi notre manière de vivre aujourd'hui? C'est-à-dire que là, on parlait justement de mettre le prix dans des aliments tout à l'heure pour avoir du bon aliment. Pour avoir de belles choses, finalement, il faut mettre le prix, quoi. C'est lui qui a installé un peu cet état d'esprit assez rapidement. Avec, en l'occurrence, peut-être une nuance à apporter à ça. Allez-y. C'est que, comme il est à l'amorce du design en France, il va vouloir aussi faire en sorte que la beauté soit à la portée de tout un chacun. Parce que le design, c'est ça aussi. C'est mettre la portée, c'est mettre oublié la beauté. Parfois, si je peux me permettre. Pardon ? En ce moment, c'est oublié par certains. C'est vrai que malheureusement, oui. Mais bon, là encore, c'est peut-être le manque de générosité de certains qui est la cause de ça. Mais en l'occurrence, Artus parlait tout à l'heure de cet amour. Mais l'œuvre de Slavic, c'est une déclaration d'amour exactement faite à ce public très large auquel il n'a pas cessé de s'adresser. Regardez, quand il commence aux Galeries Lafayette... Il n'y avait pas de discrimination au drugstore. Quoi. Quand il fait des vitrines de Galeries Lafayette, des scènes qui vont permettre que l'on s'émerveille, que l'on soit surpris, etc., qu'est-ce que c'est si ce n'est d'abord de mettre en évidence l'attention qu'on porte à ceux qui passent. Aux autres. Exactement. Qu'est-ce que c'est bien ce soir. Yann Arthus Bertrand, Pascal Bonafou, il nous reste encore un bon quart d'heure ensemble. Vous restez avec moi et vous aussi, chers auditeurs. À tout de suite. Sud Radio 7 Excellent, Judith Belair. C'est excellent comme tous les dimanches soirs sur Sud Radio. Pour vous en studio ce soir, le mythique artiste écologique Yann Arthus Bertrand et celui qui immortalise l'âme des grands artistes. Et ça tombe bien ce soir, Pascal Bonafou. Alors Pascal Bonafou, on va parler un petit peu de vous quand même, parce qu'on a beaucoup parlé de Slavic. Est-ce bien nécessaire ? On est là pour ça, c'est quand même l'émission où on parle des parcours des gens ici, de ceux qui sont impliqués dans leur parcours surtout. Alors avant de devenir professeur des universités à Paris 8 en histoire de l'art, vous avez notamment été pensionnaire à la Villa Médicis. Ce qui a été un privilège c'est merveilleux. Le sanctuaire le plus convoité des artistes, on est d'accord. Sans doute, oui. Ouais. Mais il faut se méfier parce que le lieu en question, la Villa Médicis, c'est hanté, si j'ose dire, par une mythologie qui est terrible. Allez-y. Imaginez, il y a des grands artistes célèbres qui sont passés par l'Académie de France à Rome, puisque c'est cela en l'occurrence. Et donc, savoir qu'au-delà des artistes français qui sont passés dans cette académie, qui a d'abord été dans Rome même, et donc c'est Napoléon qui a acheté la Villa Médicis, où elle est maintenant. Il y a des artistes comme Velázquez. Les seuls paysages jamais peints par Velázquez, c'est à la Villa Médicis. Wow. Quand vous y rentrez, ça c'est... Et qu'est-ce que c'était votre sujet là-bas alors ? Là-bas, c'était le thème de l'autoportrait. D'accord. L'autoportrait qui me fascine. D'où les portraits que vous faites. Exactement, parce que de l'autoportrait au portrait... C'est le selfie, en fin de compte. Voilà, c'est ça. Juste une petite dérive à faire. Et donc, j'ai eu la chance, là-bas, en étant à Rome, en Italie, de pouvoir travailler avec les deux collections les plus importantes qu'il y ait, qui sont l'une qui était à Rome même, celle de l'Accademia San Luca, et l'autre qui est
fabuleuse qui est à Florence, qui est la collection des grands-ducs de Toscane. Ouais. Et donc, quand j'ai eu la possibilité d'y travailler, elle ne comptait que, pas grand-chose, un peu plus de 1400 autoportraits. Du Trecento, donc du XIVe siècle, jusqu'à la fin du XIXe. Énorme. Et donc, voilà, c'est fascinant, parce que ce thème de l'autoportrait, il a une vertu par rapport à d'autres thèmes, c'est de traverser toute l'histoire de l'art occidental. Il n'y en a pas d'autre, à l'exception de la représentation des objets. Magnifique. Alors, vous connaissez évidemment l'œuvre de Yann Arthus Bertrand ici présent. Ça me dit quelque chose. Surtout que vous êtes quand même spécialiste de l'art, vous êtes un journaliste spécialiste de l'art aussi. Et vous êtes beaucoup intéressé aux impressionnistes. Et donc j'avais envie de faire un petit lien là, parce qu'il y a des impacts d'émotion quand on voit les œuvres de Yann Arthus Bertrand. Et les impressionnistes, c'est les œuvres qui impressionnent. C'est-à-dire que c'était une nouveauté, c'était un impact aussi tout d'un coup quand on découvrait à l'époque, j'imagine que ça devait être totalement révolutionnaire. Est-ce que c'est pour ça que vous leur avez consacré plusieurs ouvrages ? Pour une raison toute simple, c'est qu'ils sont l'exemple le plus intense qui soit de la volonté de sortir des ornières qu'on a dans la tête, des ornières de la pensée. C'est ça qui est fascinant. C'est que, imaginez, depuis des siècles et des siècles, on a enseigné aux uns et aux autres la perspective. On a enseigné aux uns et aux autres que la lumière doit être étale. On s'est résigné depuis le 19e siècle, le début du 19e siècle, à vouloir respecter absolument les ordres picturaux, si j'ose dire, donnés par Raphaël et que David a repris à son compte. Eux, ils s'en fichent. Ouais. Ils vont voir dans la nature. Est-ce que c'est pas l'arrivée de la photographie qui a tout changé ? L'arrivée de la photographie et autre chose, beaucoup plus important, ou presque en tout cas autant, c'est l'invention du tube de peinture. Parce que d'un seul coup, avec le tube de peinture, ce qu'on pouvait pas faire avant, on peut aller. Van Gogh, il faisait ses pigments, il fallait le créer avant. Voilà. Mais là, avec le tube de peinture, on peut aller partout. Sur le motif, avec la couleur telle qu'elle va sortir du tube. Et bien évidemment, avant, la couleur, elle était, quand on la préparait, dans des vessies de porc. Alors, les vessies de porc, ça sèche, ça craquelle et ça crève. Ouais. Donc quand vous arriviez sur le motif avec les vessies de porc crevées au fond de boîte de peinture et que ça faisait une espèce de bouillasse brunâtre, c'est pas ça qui vous permettait de rendre la clarté, l'intensité de la lumière. Et donc les impressionnistes vont avoir justement cette volonté de rendre compte de toutes les lumières. Ouais. C'est ça qui est fascinant. Il y a un lien avec votre travail, clairement, Yann Arthus Bertrand, la lumière, l'impact, la représentation de loin qui permet d'imaginer plein de choses, le fantasme que vous provoquez. Moi, je ne me suis jamais considéré comme un artiste. Je pense qu'il y a des photographes qui ont une vision artistique. Vous êtes plus journaliste, reporter. Oui, bien sûr, parce que je pense que la Terre, vue du ciel, c'est un peu comme si je me prenais dans un musée. Je photographie ce qui est beau autour de moi. Oui. On parlait tout à l'heure de Pinhot-Ernest ou d'amis artistes, quoi. Le côté du dessin, le côté de la fabrication n'a rien à voir avec la photographie. La photographie, c'est vraiment quelque chose de chimique. Alors, bien sûr, il y a toujours une vision artistique. Est-ce que vous pensez ça de Salgado, dont vous êtes proche, justement, aussi il faut lui demander. Mais je pense... Vous pensez qu'il se considère comme ça aussi ? Je n'en sais, c'est pas moi qui vais lui demander. Parce qu'il y a des mises en scène aussi, même dans votre travail. Nous, en fin de compte, en photographie, la réalité... Il n'y a pas beaucoup de mise en scène dans mon travail, très très peu. Dans mes travaux d'animaux, de chevaux... Non, il n'y a pas de mise en scène dans la photo elle-même, mais dans la manière dont vous allez la représenter ensuite. Pas forcément, je pense pas. Je pense que vraiment, je photographie la Terre vue du ciel. Et d'ailleurs, j'ai toujours l'impression que la photo que je fais est largement en dessous de ce que j'ai vu. Quand tu es devant un glacier gigantesque en Argentine et que tu vois ta photo, elle paraît rikiki un petit peu par rapport au moment où tu l'as faite. Parce que tu as l'air, parce que tu as l'odeur, parce que c'est gigantesque. Et ta photo, elle te paraît un petit peu en dessous de ce que tu as vu. Est-ce que vous pensez, pour continuer là-dessus, Pascal Bonnafou, on va y arriver, que l'art permet de dire ce qu'on peut pas toujours dire finalement aussi. Mais heureusement. Voilà. Ce qui est fascinant justement, c'est que lorsque l'on fait face à une œuvre importante, l'œuvre nous dit quelque chose qu'on va être seul à comprendre. Et c'est ça qui est extraordinairement émouvant. C'est que chacune d'entre nous, face à une œuvre, a raison de voir ce qu'il voit. Alors bien sûr, plus on est, éduqué, plus on a de culture, plus on va voir de choses. Mais l'émotion qu'on va ressentir est fondamentale. Et puis il y a une autre chose, dans ce monde bruyant qui est le nôtre, la peinture, le rapport à la peinture est une invitation au silence. Il y a un autoportrait, j'y reviens, et pour cause, extraordinaire, qui est à Londres. Et le personnage s'appelle Monsieur Salvatore Rosa, au XVIIe siècle, se présente avec un petit panneau devant lui
Et en latin, il y a une formule, je vais vous épargner le latin, qui dit ceci. Tais-toi ou fais en sorte que ce que tu as à dire vaille mieux que le silence. Vous devinez que quand vous avez lu cette phrase, vous ne pouvez pas l'oublier. Vous devenez muet, quoi. Non, mais vous tournez, vieille expression, plutôt 7 ou 8 fois votre langue dans la bouche avant de prononcer un premier mot qui pourrait être malheureusement venu. On va se taire, alors l'émission est finie. L'art comme un vecteur, l'art comme une action chez vous, même si vous considérez comme un journaliste, un reporter, Arthus Bertrand, votre art, il a la volonté de changer le monde, ou en tout cas d'essayer d'y parvenir par un biais qui est présenter une image aux gens qui n'ont pas conscience d'une situation aussi. Je suis de plus en plus fasciné par la nature. Je pense que qu'est-ce qu'il y a de plus beau qu'un grand chêne dans un champ, quoi. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que ça? Qu'est-ce qu'il y a de plus beau qu'un cheval au galop dans un champ qui court de joie? Et chaque fois, je me dis, et Dieu sait que moi j'aime l'art contemporain, même si je comprends pas souvent, j'ai du mal un peu à comprendre, j'ai peut-être pas la culture, mais on n'a pas conscience de la beauté incroyable de la vie autour de nous. Voilà, et on le regarde plus, quoi. On est fasciné par une œuvre d'art qu'on va aller voir dans un musée où tout le monde va s'encenser, mais on n'est pas capable de s'émerveiller devant la vie sauvage autour de nous. C'est quelque chose qui m'est très profondément. Et je répète, pendant le confinement, j'ai tellement été fasciné par je sais pas si j'en ai pas parlé de ça, non. mais quand j'étais pendant le confinement, j'étais me promener dans la forêt. Oui. Puis on a eu le confinement, c'était incroyable. Cette année, on a eu le soleil, c'est l'année où il faisait très beau. Et donc, on a parté des arbres l'hiver jusqu'à la fin. Et je me suis promené tous les jours dans la forêt, parce que j'avais de la chance d'habiter en bordure de la forêt de Rambouillet. Et ça m'a complètement pénétré, cette beauté au quotidien, de voir cette nature. Oui, surtout qu'il y avait personne, on imagine. Oui, exactement. Ouais. Et j'ai passé 3 mois, je me suis dit, au bout d'un moment, mais j'ai passé ma vie à courir à la beauté autour du monde, et la beauté évidente, elle était chez moi, quoi, à côté de chez moi. L'harmonie, je la regardais pas. Et quand je suis rentré à Boulogne-Billancourt à mes bureaux, je trouvais tout moche. C'est pour ça que vous avez eu envie de mettre des serres à Boulogne. Ouais, ce serait mon rêve de mettre des. Et quand j'étais arrivé, quand je voyais les rues, les magasins, les gens, je trouvais tout était laid, quoi. C'était pas harmonieux, non? Mais ce qui nous a manqué d'une manière plus terrible encore, c'est que nous sommes, à cause du masque, privés de pouvoir croiser un sourire. C'est vrai. Et on regarde les yeux, du coup. Dans la vie quotidienne, le plus beau cadeau qu'on puisse recevoir, c'est un sourire. D'où l'envie qu'on peut avoir de les provoquer aussi souvent que possible. Vous voyez, ça marche, là. On arrive à la dernière question de l'émission, messieurs, et je vous demande de répondre en pas trop de temps. Mais j'aime bien cette question parce qu'elle parle de chacun. Que dirait, on commence par vous, Pascal Bonafont, que dirait l'adulte que vous êtes à l'enfant que vous étiez aujourd'hui? Il lui répéterait ce que j'ai eu la chance d'entendre dans la bouche de Jean Cocteau, quand j'étais gamin. Qui m'a dit, quand on te propose quelque chose, ne dis jamais non. Tu feras une expérience qui sera ou extraordinairement positive et qui t'enrichira, soit tu feras une expérience qui sera comme une paire de claques. Mais tu te le sauras, tu comprendras et tu auras fait une expérience là encore décisive. Je lui répéterai volontiers ça. Et vous avez vécu selon ce leitmotiv, du coup? Oui. Et vous, Yann Arthus Bertrand, qu'est-ce que vous en voulez dire? Alors moi, j'étais un gosse complètement perdu. Alors j'avais un gosse qui était j'étais en colère contre les adultes. Je détestais ma famille, je détestais le milieu. J'étais viré de classe et tout. Et j'étais très en colère, en fin de compte. Et je lui dirais, calme-toi, essaye de comprendre, je détestais l'école et je regrette de pas. Moi, j'ai jamais rencontré. Tout le monde a le prof qui dit je me souviens de Monsieur machin, Madame quelque chose. Moi, j'ai pas eu ce prof là. Et je me dis écoute, calme-toi et puis écoute quoi. Et moi, j'ai une telle soif d'apprendre aujourd'hui. Et j'ai perdu un peu de temps quoi à vouloir. Mais c'est cette rage de vivre qui vous a aussi tracé votre route, non? Vous pensez pas? Peut-être. Mais vous êtes un autodidacte complet. Oui, mais je pense que je regrette de pas avoir peut-être plus essayé de comprendre. J'ai pas assez appris à cette époque-là. Et à cet âge-là, vous vous voyez pas photographe. Qu'est-ce que vous pensiez de vous plus tard? Je vis au jour le jour, au quotidien. Pas du tout. Pas du tout. Ouais. Faut pas demander à un enfant de 10 ans ou 13 ans ce qu'il a envie de faire dans la vie. Je crois que c'est la vie. Tu sais,
Je répète, on a 2 minutes ou pas là? On a 30 secondes. Bon, j'aurais pas le temps. Mais un jour, j'ai une dame malgache qui m'a dit, alors c'est long comme histoire, et à qui on pose la question, quel est le sens de la vie, quel est le bonheur? Elle m'a dit un truc auquel je pense tous les jours. J'ai dit, quel est votre plus grand rêve? C'est une dame qui a eu 16 enfants, dont 6 sont morts, qui travaille tous les jours comme un sacrifice quotidien à la terre pour nourrir ses enfants. Et je lui demande quel est son plus grand rêve. Elle me regarde avec un petit sourire. Elle réfléchit, elle me regarde dans les yeux, elle me dit, j'aimerais mourir avec le sourire. Et je trouve ça magnifique. Beau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a eu la vie qu'on avait envie d'avoir et qu'on est content de ce qu'on a fait. Et qu'on a su se faire pardonner, qu'on a su dire pardon de ce qu'on n'avait pas bien. Et c'est difficile d'accepter parce qu'on va tous mourir un jour. Et mourir avec le sourire, je pense que c'est le plus grand Graal, voilà, auquel on peut Et ça sera le mot de la fin ce soir. Merci à tous les deux, Pascal Bonafou, Yann Arthus Bertrand, d'être passés par les studios de Sud Radio. C'était un grand plaisir. Alors, je vous rappelle à tous que Legacy, l'héritage d'une vie, le dernier livre. Écrit avec Olivier Blon, faut le dire. Écrit avec Olivier Blon, est sorti aux éditions de La Martinière. Vous pourrez y retrouver également La Terre vue du ciel, ce magnifique ouvrage de photos et de textes de Yann Arthus Bertrand. Et puis, le livre de Pascal Bonafou, qui est sorti chez Norma Édition, Slavic, les années drugstore, est aussi trouvable en librairie, bien évidemment. C'est excellent, sera de retour dimanche prochain, 19h précise, les amis, pour encore plus d'excellence. Merci aux réalisateurs Maxime Senna, Méloane Rock, Antoine Mazer au web et à Sud Radio et ses équipes, évidemment. C'est excellent est à retrouver en podcast, en vidéo sur le site et la chaîne YouTube de Sud Radio et les réseaux sociaux, évidemment. Bisous les copains, à la semaine prochaine. C'était excellent.